La question du suicide a déjà croisé à plusieurs reprises le conseil d'administration d'Argos 2001. Je rappelle qu'Argos est une association majoritairement composée de patients bipolaires, entourés de quelques proches. Ça, c'était le premier mot. Le deuxième, c'est que nous savons qu'un malade bipolaire sur 4 fait une tentative de suicide et que dans 15% des cas, elle est fatale. Voilà. Monsieur Veva, je vous laisse la parole. Ça, c'est une introduction un peu plombante, hein, mais malheureusement appuyée sur des chiffres parfaitement exacts. Hein. Bon, on m'a demandé de... J'ai accepté de venir vous parler d'un dispositif qui est aujourd'hui en expérimentation. Donc, si par moment vous trouvez ça sympa, bon, vous allez râler parce que c'est peut-être pas encore en place chez vous. Hein, et peut-être ça ne le sera jamais puisque c'est en expérimentation et si ça ne marche pas, ça ne le sera jamais. Hein. Donc c'est un dispositif de prévention du suicide qu'on appelle ciblé. Hein, et clairement, bah, j'imagine que vous êtes plus familier avec ça. Puis j'ai assisté à toute l'après-midi, donc j'ai vu que ces mots avaient déjà été prononcés. Hein. On distingue maintenant 3 champs de la prévention. Hein, le champ qui s'adresse au plus grand nombre, à la population générale, ou alors à toute une tranche d'âge. Hein, tous les exemples qu'on a vus sur les étudiants et puis les jeunes tout à l'heure peuvent être assimilés à ça. Hein, là, moi, je ne vais pas vous parler de ça. On distingue aussi le champ de la prévention spécifique, où là, il s'agit d'attitudes ou de conduite ou de campagne qui ciblent des populations à risque. Alors là encore, chez les lycéens ou les jeunes, on peut peut-être être aussi là-dedans. D'ailleurs, les actions de prévention dites spécifiques sur les groupes à risque portent autant sur les groupes en difficulté que sur les professionnels en contact en première ligne avec ces groupes à risque. Et alors, c'est souvent des actions de formation. Et enfin, le champ de la prévention dite ciblée, hein, sur des individus à risque. Hein, donc là, des individus à risque de suicide, de nombreux facteurs existent. L'un d'entre eux, je dirais, crève l'écran, hein, c'est l'antécédent de tentative de suicide ou de conduite suicidaire, qui à lui tout seul explique quasiment 40% de la variance. Donc je vais vous parler d'un dispositif de prévention de la récidive suicidaire chez des gens qui ont déjà fait une tentative de suicide, un dispositif de veille, hein, ou comment on reste en contact pendant un temps avec le sujet qui quitte le dispositif de soins hospitaliers après une tentative de suicide. Ce dispositif, il s'appelle Vigilance. On a déjà entendu parler de Vigilant plusieurs fois dans l'après-midi. Bon, vous voyez qu'apparemment, il y a une faute d'orthographe. Elle est parfaitement voulue, le S renvoyant à suicide. Hein. La question posée, c'est celle-là. Comment, pendant un temps, maintenir un lien avec quelqu'un qui est en difficulté, ou en tout cas qui sort de l'hôpital après une tentative de suicide. Hein. Ça fait référence à des corpus de connaissances diverses. C'est ça qui me plaît. Et d'ailleurs, en prévention du suicide, si... on ne fait pas appel à plusieurs champs disciplinaires, on a toutes les chances de se tromper. Hein, l'éthique de l'inquiétude, j'aime beaucoup ce terme. Hein. L'inquiétude, vous entendez ça en français au sens propre. Hein. Je ne peux pas rester pendant un temps dans l'inquiétude. Hein. Pendant un temps, je ne peux pas rester tranquille après avoir rencontré cet homme ou cette femme pour une tentative de suicide. La clinique du souci, c'est du belge. Moi, je suis lillois, donc à 13 km de la frontière belge. Donc je parle le belge couramment. Hein. Ils appellent ça la clinique du souci. Je trouve ça très joli. Hein. Ils disent pas prendre en charge, d'ailleurs, les Belges. Hein. Ils disent prendre en soin. Hein. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Connectedness, c'est un mot anglais, un néologisme en anglais, qui voudrait dire susciter chez quelqu'un le sentiment qu'il est encore en lien avec quelqu'un d'autre de vivant. Vous voyez, c'est quand même plus rapide de dire connectedness. Mais il ne s'agit pas d'envahir l'existence de quelqu'un au prétexte qu'un jour il a fait une tentative de suicide. Hein, sur 100 premiers gestes suicidaires, 100 par exemple de nos gamins, hein, 60 au moins 60 ne récidiveront jamais dans leur vie. Donc le signal tentative de suicide n'est pas suffisamment puissant en médecine ou en épidémiologie pour derrière, à tout prix, enclencher une filière de soins, d'accompagnement. Donc voilà, proactif certainement, pour faire des progrès, c'est en tout cas mon école. Intrusif, non. Hein, donc la limite entre proactif et intrusif est des fois bien difficile à trouver. Hein. Donc sans envahir l'existence d'un suicidant, sans se substituer à un système de soins, on nous dit que le nôtre est un des meilleurs du monde, et je le pense. Hein. Et pourtant,
hein, avec toutes ces précautions, fournir la bonne info au bon sujet au moment où il en a besoin. Vous voyez, c'est une sorte de grand écart, des fois difficile à gérer. Alors, vigilance, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un système pluriel de rester en contact. Un seul média apporte toujours quelque chose, mais ne résout pas de façon satisfaisante l'équation de la pluralité des cas de figure rencontrés. Donc on essaie de varier les façons de rester en contact, avec un algorithme très très simple. Hein. Donc le sujet franchit les portes d'un service d'urgence, au moins franchit les portes d'un service d'urgence après une tentative de suicide. À la sortie de l'hôpital, donc pas forcément à la sortie de ce service d'urgence, il peut aller après en hospitalisation, dans un centre de crise, ou sortir directement du service d'urgence. On lui remet une carte de crise, hein, vigilance avec un numéro d'appel 2424, je passe. Hein, si c'est la première fois qu'il fait une tentative de suicide, on va s'en tenir là. Hein, plein de travaux, je pourrais répondre aux questions de ceux qui le veulent. Hein, étaye ça. Il faut donner de l'information et pas être trop intrusif avec des gens qui font une tentative de suicide pour la première fois. Donc on reste avec cette carte de crise. Le système rentre en veille pendant 6 mois, comme pour quelqu'un qui a déjà fait une tentative de suicide, et on l'appellera au bout de 6 mois pour tenter de clôturer la veille. Hein. Mais on ne va pas vers lui plus que ça. Lui, il peut venir vers nous tant qu'il veut. Et s'il vient vers nous, on ajustera, au cas par cas. Hein. Voilà. Si en revanche il a déjà fait une tentative de suicide dans sa vie, et parmi les gens qu'on rencontre, nous, médecins aux urgences des hôpitaux, c'est 50%. Hein. Sur les suicidants qu'on rencontre dans une journée, 50% c'est la première fois qu'ils font un geste suicidaire, 50% ils en ont déjà fait. Hein. Donc si ce n'est pas la première fois que ça arrive, là on est beaucoup plus proactif. Hein. Donc un appel téléphonique est organisé par des gens formés pour, hein, dans le courant de la 3e semaine après la sortie de l'hôpital. Hein. Bon, et puis là, c'est toute la gamme, fait du blanc ou du noir. Hein. Si c'est la grande urgence, on travaille en salle de régulation d'un SAMU, donc on est tout à fait bien placé pour envoyer les moyens qu'il faut. Rassurez-vous, il y a quand même 60 à 70% des gens qui vont bien, et puis voilà. Puis il y a des gens qui vont bien sans respecter les conseils des médecins. Incroyable l'outrecuidance des gens parfois. Hein. Et alors, surtout, là, on les laisse tranquilles. Hein. On ne va pas aller à tout prix les convaincre de respecter tel ou tel conseil. Ils vont bien, ils vont bien. Hein. Ils ont notre numéro, on vérifie qu'ils ont les ressources, et voilà. Et puis, entre les deux, c'est toute la gamme des grilles, pour beaucoup moins érotique que la tendance cinématographique actuelle, mais enfin, toutes les gammes de grilles de l'intervention de crise au téléphone. Hein, du simple coup de fil, la répétition de ce coup de fil, à l'envoi d'une équipe mobile, une négociation, si vous voulez. Bon voilà, à 6 mois, tentative de clôture de la veille pour tout le monde. Hein, donc un appel téléphonique à tout le monde à 6 mois pour tenter de clôturer la veille, ce qui est possible dans la plupart des cas. Et bien sûr, après 6 mois, un faible pourcentage, mais quand même, hein, comme il reste un peu dans la veille, de mois en mois, on réévalue les choses. S'il y a un nouveau geste, on re-rentre dans le système. Bon, voilà, c'est ça, vigilance, et c'est testé en ce moment dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors ça, c'est le système de veille actif. Hein, l'une des vertus de ce dispositif, à mon sens, hein, c'est qu'on partage l'information. Le système de veille partage l'information, toute l'information qu'il a, avec tous les partenaires de santé du sujet. Avec le sujet, vous l'avez compris, mais en même temps, tous ses partenaires de santé. Partenaires de santé, on peut vraiment aller au sens large, comme le disait tout à l'heure le médecin généraliste. Hein. Bon, voilà, donc bien sûr le médecin de famille, hein, évidemment, le psychiatre, le psychologue. Alors la psychologue non remboursée par la sécurité sociale, ça je m'en fous. Si elle est identifiée comme partenaire de santé pour ce sujet-là, elle sera, destinataire de toute l'information. Le kiné, hein, bon nombre de personnes âgées, en tout cas chez moi, hein, voilà, le personnage de santé important pour cette femme que j'ai dans la tête, c'est son kiné qu'elle voit 2 fois par semaine. Hein, s'il est identifié comme tel, c'est lui il sera aussi destinataire de l'information. Donc vous voyez qu'ils ont un numéro de téléphone spécifique qui est différent de celui des patients, pour les professionnels, un mail. Et puis un exemple de carte postale, parce que pour les gens qu'on n'arrive pas à avoir au téléphone, ou dans X raisons, hein, on envoie une carte postale 1 fois par mois pendant les 4 mois qui suivent. Et on montre des exemples de cartes postales aux médecins généralistes. Hein, parce qu'évidemment, si un jour le patient se pointe dans le cabinet du médecin généraliste avec une carte postale, que le médecin traitant reconnaît la carte postale, dit tiens, vous êtes dans vigilance, il revalide tout le système. Ça veut dire qu'effectivement, tous ces gens se parlent entre eux dans un moment de veille de ce sujet autour de cette tentative de suicide. Donc c'est très important. Alors ces cartes postales, imaginez-vous, vous voyez ces petites fleurs, ça c'est mignon comme tout. Hein. Vous imaginez l'accueil des adolescents à ce genre de truc quand on en a commencé. Bon, donc on s'est un peu calmé, on a tout de suite, on s'est tourné vers des adolescents, des designers, et puis on a maintenant des kits spécifiques pour les ados, parce que les petites fleurs, ça va un temps, mais bon, bref. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est les prisons.
Alors ça, c'est un bon et un mauvais exemple. C'est un bon exemple des préjugés qu'on avait, dit comment on va faire. On ne va pas leur envoyer des paysages, des grands espaces de liberté à des prisonniers, c'est une cruauté sans nom, quoi. Hein. Et on dit qu'est-ce qu'on va faire? On dit, bah alors c'est des tatouages, parce que les prisonniers ils ont des tatouages, hein, c'est des gros durs, c'est prison break. Bon. Et donc on était parti là-dessus. Encore on se plante. Hein. Les premiers retours qu'on a des détenus, ils veulent des grands paysages et des petites fleurs. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça, au contraire. Hein. Bon bref. Bon, et encore, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bon programme de prévention, il a une tentative d'intervention universelle, spécifique et ciblée. La veille, c'est du ciblé. Le spécifique, ce serait de la formation. Alors, on propose de la formation à chaque fois qu'on ouvre un site. On propose la formation aux médecins généralistes du coin, aux urgentistes, aux kinés, aux infirmières libérales, enfin, à tous ceux qu'on peut trouver en mal ou en besoin de prévention. Et on est friand d'actions universelles. Mon carnet d'adresses est enrichi cet après-midi parce que je trouve franchement les outils dont on a entendu parler tout à l'heure, hein, que ce soit Haute-Caria avec Psycom ou avec le truc multimédia. Je dis le truc multimédia parce que j'ai pas compris le titre. J'ai entendu web bidule, mais c'est quoi le nom? Il faut un nom fort pour un truc aussi génial, non? Bon, bref. Voilà, donc on essaie de décliner ça à chaque fois. Ça, petite leçon de géographie, ça c'est le Nord-Pas-de-Calais. Hein, au nord, c'est la Belgique, et ce qui est bleu, avec un peu d'imagination, c'est la mer chez moi. Hein. Donc voilà, c'est une petite région très dense, 4 300 000 habitants. Tous les sites accueillant des suicidants de ma région, privés, publics ou en détention, ont accepté de participer à l'aventure. Ils n'y étaient absolument pas contraints, ils n'y sont d'ailleurs toujours pas contraints. Hein, tous ont accepté de participer, donc il y a 28 sites. Vous pouvez, s'il y a des obsessionnels, en plus d'être bipolaires dans la salle, ils peuvent compter le nombre de points. Bon, voilà, j'envoie là ce mois-ci les tout premiers éléments d'évaluation. En 2014, il n'y avait rien du tout, aucun site n'était ouvert. On est d'ailleurs le premier le 2 février 2015 à Boulogne. Voilà, en 2016, tous les sites étaient ouverts. Donc j'ai comparé 2016 et 2014, et il semble qu'on commence à bouger les lignes quand même, hein, pour reprendre la ligue d'improvisation. Hein, voilà, l'OMS nous dit, en 2012, nous a dit, écoutez, la mortalité par suicide dans le monde, dans les pays occidentaux, vous avez les moyens, c'est intolérable. Hein, et nous mettent en demeure de bouger nos chiffres de la mortalité par suicide d'au moins 10% à l'horizon 2020. Bon, vous voyez, en 2 ou 3 ans, il semble, on va rester prudent, hein, que cet objectif soit atteint chez moi. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est les 3 lignes du bas. Hein, parce que c'est bien beau de regarder dans une région si les conduites suicidaires baissent, mais comment mettre ça en lien avec ce que je vous raconte? Il y a des tas de gens qui travaillent en prévention du suicide, il y a les associations, dont on va entendre parler juste après. Hein, pourquoi dire que c'est Vigilance qui ferait ça? Et d'ailleurs, je ne peux pas non plus l'affirmer. Simplement, ce que je montre dans les 3 lignes du bas, c'est qu'en fonction du degré de pénétrance du système dans tel ou tel site, on a des résultats tout à fait différents. Et ça semble être un indice indirect d'un lien, hein, entre ces deux phénomènes. Vous voyez que dans les endroits où ça ne marche pas très bien, la pénétrance du système, c'est-à-dire que le nombre de gens qui ont fait une tentative de suicide et qui sortent, il n'y en a que 25%, moins de 25% qui reçoivent le dispositif. Et bien là, on voit une augmentation des conduites suicidaires sur la période. Hein, une diminution à peu près symétrique quand la pénétrance est entre 25 et 45%. Et surtout, moi, ça, c'est des chiffres qu'on n'a jamais vus dans la littérature aujourd'hui, surtout en santé publique sur un territoire entier, en vie réelle. Diminution de quasiment 30% quand la pénétrance du dispositif est supérieure à 45%, c'est-à-dire moins de la moitié des cas quand même encore. Donc c'est quand même un objectif qu'on peut raisonnablement se donner quand on essaie de penser et être acteur d'un dispositif de santé, hein. Bon, à mon avis. Bon voilà, ma dernière diapositive, au point que nos ministères, alors bon, c'est sûr qu'ils sont en ce moment en train de faire leurs valises, mais j'espère, enfin, la force de la France, c'est d'avoir une administration qui est stable, hein, et d'avoir réussi à convaincre qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. Mais attention, hein, il ne s'agit pas d'aller, faire retomber très top-down venant d'un bureau de ministère, voire de Lille, ce serait pareil, hein, en disant en Meurthe-et-Moselle, maintenant, à partir de maintenant, vous allez travailler comme ça. C'est pas ça, Vigilance. Vigilance, c'est partie des terrains en disant qu'est-ce que vous avez fait déjà en prévention du suicide, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées, c'est quoi les succès que vous avez remportés, comment on pourrait penser ça ensemble, hein, et puis créer un dispositif intégré, pourquoi pas en mettant un système de veille en plus. Il faut vraiment que ça pousse des territoires avec les acteurs locaux. Et j'ai l'impression que les gens de notre administration nous ont entendus et ont demandé de tester les terroirs. Bon, dans le nord de la France, il n'y a pas tellement de vin, tant mieux. Hein, mais voilà, ils demandent à aller tester dans plusieurs régions très différentes de la mienne, hein, si et comment
on pourrait faire naître ce genre d'expérimentation. Et je trouve ça très vertueux en termes de politique publique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Vous voulez parler d'ici? Non, non. Madame Agnier, on vous invite à rejoindre le micro là-bas. Peut-être dire qu'Argos 2001, c'est comme sigle, comme logo, une balise. Et on va demander à Madame Agnier de nous dire ce que veut dire le phare. Alors, il ne s'agit pas simplement du mot phare, parce qu'il y a de nombreuses associations ou d'autres sociétés d'ailleurs qui s'appellent phare. Ça veut dire, c'est donc phare enfant-parent. Est-ce qu'on peut passer l'autre diapo? C'est à moi peut-être de le faire. Voilà. Oui, tout n'est pas complet en haut. Donc, phare enfant-parent veut dire phare, le sigle, pour l'harmonie des relations enfants-parents. J'ai créé cette association il y a maintenant 26 ans. Je ne suis pas en face de vous ni professeur, ni médecin, ni psychologue, ni sociologue. Je suis une maman d'enfants suicidés. Mon fils avait 18 ans en 1984. Oubliez ce que je viens de vous dire, simplement retenez que j'ai acquis un certain nombre de connaissances, un certain savoir qui pourrait peut-être se placer à un niveau d'expertise. D'ailleurs, je crois que phare enfant-parent est accepté en tant que tel dans des institutions, dans des instances des pouvoirs publics, parce que notre savoir repose sur, en tout cas pour moi, plus de 30 ans de réflexion sur la problématique suicidaire, et sur l'acquisition de connaissances avec les témoignages de parents d'enfants suicidés, puisque nous avons un groupe de parole qui fonctionne depuis la création, et également avec les témoignages des personnes qui appellent sur notre ligne d'écoute. Alors, ma difficulté en venant ici, c'était de parler seulement 10 minutes. J'aurais préféré au moins 2 heures, parce que le thème est évidemment passionnant. Nous abordons tous les secteurs de la société quand on aborde la question du suicide. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est me cantonner à vous présenter des informations à la fois très générales et des informations qui vont rentrer un petit peu plus dans le détail sur les actions programmée par notre association Phare Enfants-Parents. Alors, il faut bien dire qu'en France, l'intérêt des pouvoirs publics est relativement récent et que nous avons peut-être pris beaucoup de retard en matière de prévention du suicide. Ce n'est qu'en 1996 que le suicide a été inscrit parmi les 10 priorités de santé publique. En 1998, le ministre de la Santé de l'époque, Bernard Kouchner, est venu à une 2e journée nationale de prévention du suicide qui a lieu le 5 février et qui a annoncé la création d'une commission dans le but d'élaborer un plan national de prévention du suicide et l'objectif surtout de passer sous la barre des 10 000 suicides. C'est donc en 2000 que le premier plan national de prévention du suicide a été présenté. Il n'a duré que 5 ans, mais il a été très important parce qu'il a été le point de départ d'une expérience importante dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'il s'agissait de la formation à la crise suicidaire notamment. 2000, ce fut une conférence de consensus importante également sur la crise suicidaire, la reconnaître et la prendre en charge, dont j'ai fait partie dans le jury et qui s'est terminée qui a abouti à un certain nombre de recommandations, et je regrette que ces recommandations ne soient pas toujours appliquées.
2011, deuxième plan national d'action contre le suicide, c'est comme ça qu'il s'intitule, qui portait sur 3 ans seulement. Et en 2013, la création de l'Observatoire national du suicide. En 2015, l'Observatoire national, ou plutôt le Haut Conseil de la santé publique, a fait l'évaluation de ce plan et je vais vous en parler ensuite. Les statistiques de mortalité par suicide sont en baisse depuis 1999. On peut situer à ces alentours-là. Le pic était en 1985-1986 et dépassait 12 000 suicides par an. L'objectif des moins de 10 000 a été atteint en 2012. Mais si nous avons une diminution du nombre de morts, et c'est bien un objectif respectable et qu'il faut maintenir, il y a en revanche, parallèlement, une augmentation des manifestations de signes de mal-être profond et de troubles mentaux. Et là, nous manquons, et l'Observatoire national du suicide, ça a été son premier constat, nous manquons d'études, de statistiques, toutes reposent sur des évaluations qui sont quelquefois anciennes ou partielles. Voilà, très rapidement, je ne vais pas m'étendre sur l'association que je représente, mais sachez que nous avons, je l'ai dit, 26 ans d'expérience, d'action en matière de prévention et de postvention. La postvention étant l'apport à des familles lorsqu'il y a eu geste fatal. Notre cible privilégiée, ce sont les parents, les adultes, tous les acteurs qui jouent un rôle auprès des jeunes, des enfants, des jeunes adultes, finalement pour mieux les toucher. Nous avons une écoute téléphonique, une ligne téléphonique nationale, l'aide à distance que nous pratiquons sous forme de réponse à des mails, à des textos. Notre psychologue en a reçu 1500 l'année dernière. Et nous avons des entretiens psychologiques, des entretiens familiaux ou individuels, ainsi que, je vous l'ai dit, un groupe de parole. Je vous demande de vous reporter à notre site internet, ça sera plus simple. Notre presque obsession, c'est pour une meilleure prévention, il faut connaître les signes de mal-être. Donc, notre credo, c'est de les repérer pour mieux prévenir et intervenir à temps pour éviter les passages à l'acte. Ça nous semble essentiel. Donc, dans un premier temps, nous avons édité 2 ouvrages qui sont sous vos yeux. 10 000 exemplaires quand même pour Attitude éducative et Difficile adolescence, que nous avons transformé petit à petit, enfin pas petit à petit, mais nous avons effectué un travail très important sur des fiches thématiques qui reprennent justement un peu le même esprit que notre guide, les signes de mal-être, fiche par thème de mal-être, de signes. Eh bien, je vous en présente 2 là et vous en avez 3 en tout, bipolaire, tentative de suicide et suicide. Mais sur notre site, il y en a une vingtaine et nous travaillons sur d'autres thèmes encore. Ce n'est pas terminé. Alors, ce titre qui nous interpelle, comment prévenir, eh bien, c'est une grande question et on ne peut pas y répondre en 10 minutes, je l'ai déjà dit, mais surtout sans se référer à des recommandations qui sont de l'ordre du niveau international, de l'Europe et de la France. L'OMS
indique qu'il y a environ dans le monde 1 800 000 à 1 million de morts par suicide, ce qui ferait plus de victimes que les guerres. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui vous sont indiqués ici, mais je ne vais pas les traiter les uns après les autres, ce serait beaucoup trop long. Réduire l'accès aux moyens de se suicider, c'est également dans le plan national français. Adopter des politiques de lutte contre l'alcoolisme, assurer le dépistage précoce, on l'a entendu beaucoup cet après-midi, cette question de dépistage précoce. Ensuite, former les agents de santé, eh bien, il y a eu ce grand programme et qui continue la formation à la crise suicidaire, et puis assurer le suivi des personnes, ce que vient de montrer d'ailleurs, bien démontré Guillaume Weva. Alors très rapidement, là, l'OMS a lancé un ruban de sensibilisation de prévention du suicide. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, voilà. Alors ça, c'est un vrai problème, parce que le suicide est un sujet tabou. Il ne faut pas en parler. Et avec la politique qui est en train de se présenter, d'être appliquée aujourd'hui en France, je pense que ça va être un petit peu plus difficile et que le tabou va se maintenir, si ce n'est amplifié. Il a été lancé en 2015. L'UNPS, Union nationale pour la prévention du suicide, l'a simplement présenté dans une page, dans l'accueil sur son site, mais je pense que ça relève quand même d'une initiative qui demande beaucoup d'énergie et d'argent, certainement. Ce qui n'est pas le cas en France. On ne consacre pas de financement, de budget suffisant pour la prévention du suicide. Alors en Europe, eh bien, il n'y a pas de coordination entre les pays, il n'y a pas de plan européen que je sache, il y en a un sur la santé mentale, évidemment, il y a une grande disparité de politique nationale, il y a eu en 2016 la Fondation Jean Jaurès qui a fait montrer que la France occupe une place préoccupante. Ça, ce n'est pas une grande révélation. Alors voilà le résultat de l'évaluation du deuxième plan national de prévention du suicide qui a abouti sur 9 recommandations. Alors, promouvoir un double... Je me suis contentée de faire un copier-coller, là, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de double objectif. Je ne sais pas où est le deuxième. Promouvoir, en tout cas, la prévention générale en amont. Inscrire la prévention du suicide dans le champ de la santé mentale. Ça, c'est une conséquence qui me semble très... c'est une mesure qui me semble assez lourde de conséquences. Pour ma part, je pense que c'est une erreur et qu'il aurait fallu un programme spécifique. Cibler les populations à risque, bien sûr. Fixer des objectifs de réduction du nombre de suicides. Organiser des actions visant la réduction du nombre de suicides. C'est assez général, évidemment. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Connecter la formation des professionnels, ça c'est très important, avec les moyens nécessaires, les lignes d'écoute téléphonique et l'information du public à des réseaux de prise en charge et de soins. Développer l'observation et la recherche, évaluer les actions conduites dans les régions et piloter l'atteinte des objectifs de réduction du nombre de suicides. Donc en France, nous allons vers peut-être un tout santé mentale. Je mets quand même un point d'interrogation. Donc il faut savoir que l'action est en marche maintenant. Les recommandations qui datent de 2015, fin 2015, sont mises en application et nous voyons maintenant, par exemple, et ça concerne donc les associations, mettre en place un numéro unique de prévention du suicide. Cette politique découle de la prise en compte de l'importance des facteurs individuels,
troubles psychiques présents chez 90% des suicidés. Plus de la moitié sont des troubles dépressifs. Je ne vais pas non plus vous énumérer ça, vous le connaissez certainement. Je voudrais juste ajouter à cet endroit que l'association Phare Enfants Parents a réalisé une étude interne à partir d'un questionnaire remis aux adhérents. Nous avons à peu près 850 adhérents en France, avec environ la moitié de familles endeuillées par suicide. Et à chaque fois qu'une famille endeuillée s'adresse à nous, on reçoit, on a au téléphone, etc. Il y a ce soutien-là. Mais on remet aussi un questionnaire. Et sur la base de ce questionnaire, nous avons pu faire émerger un profil intéressant et qui ne figure pas forcément, qui ne relève pas de la santé mentale, qui échappe à l'observation des spécialistes, des psychiatres, même des généralistes. Pourquoi ? Parce que c'est un trait de caractère que je vais vous définir en quelques mots. Ce sont pour moi ceux qui ont tout pour être heureux. Des enfants qui sont issus de familles plutôt favorisées, précocement éveillés, un cursus scolaire, beaucoup de qualités et avec un profil aussi humain, générosité, goût pour l'art, le dessin, la musique, etc. Et peut-être idéaliste qui va chercher la perfection. Et un jour, c'est le trait commun aux autres, la vulnérabilité. Un jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, il n'y a pas eu de signe avant-coureur, généralement. Il y a un passage à l'acte fatal. Je tenais à vous le dire parce qu'on n'en parle jamais, mais je crois que ce n'est pas parce qu'un enfant travaille bien à l'école, il y a une bonne famille, tout va bien, il faut pas s'en faire. Quelquefois, il y a quand même des petits signes qu'on peut repérer ou des paroles qu'on peut entendre et qui pourraient mettre l'éveil. Alors voilà ce que nous proposons. L'écoute, l'accueil bienveillant, l'information sur les signes de mal-être, le repérage, l'aide aux parents et aux jeunes. Pas pour leur trouver des solutions, évidemment, mais pour les aider à recouvrer leurs ressources personnelles et surmonter leurs difficultés. On essaie de sensibiliser le grand public, mais c'est très difficile d'intéresser les médias sur ce sujet. Je pense qu'il faut, et c'est bien engagé, on en parle de plus en plus, créer une synergie de toutes les forces, conjuguées des acteurs institutionnels, soignants et associatifs. Ça me semble être un point très important. Il faut, et je l'ai entendu cet après-midi, que l'entourage soit pris en compte lorsqu'il y a un suivi psychologique, une hospitalisation, sans lever le secret professionnel, mais au moins ne pas reléguer les parents, souvent il s'agit de parents quand ils sont des jeunes, évidemment, les laisser à leur détresse sans aucune réponse, ni quelquefois aucun diagnostic. Une meilleure prévention adaptée en milieu scolaire, c'est un peu idéaliste de ma part ou utopique. Basé sur le respect de la personne, on réglerait beaucoup de problèmes. Et la conscience que la vie et la santé sont des biens précieux. Éducation à la vie et à la santé me semblerait nécessaire dans les programmes des écoles, de la maternelle jusqu'en fin de secondaire. Et qu'il y ait une véritable volonté politique visant à faire de la prévention primaire un fer de lance pour refonder une harmonie entre le vivre ensemble, c'est-à-dire l'écologie humaine. Je termine par cette photo de Jeanne, 12 ans. Elle est souriante. Elle avait un peu le profil que je vous ai exposé. Et un seul passage à l'acte. Elle ne s'était pas fait remarquer dans d'autres
dans des circonstances particulières qui sont souvent définies dans le cadre de la santé mentale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. C'est un peu bref, mais allez sur notre site pour en savoir plus. Merci de votre attention.